OK. Vérité, je ne serai jamais un grand maître, mais peut-être que je vais avoir une chaîne avec au-dessus de 1000 abonnés. Hop City Chess! Partie aujourd'hui jouée entre Tartakover et Rudolf Spielmann. Pour ceux qui ne connaissent pas Tartakover, il est né, c'est un joueur qui est né en Russie, puis il est mort en Paris. Alors, c'est un joueur austro-hongrois, puis polonais naturalisé français. Wow! Ça doit être assez rare de trouver quelqu'un qui était austro-hongrois, puis polonais, puis français. Donc, lui, ça vaut la peine, sérieusement, ça vaut la peine d'aller lire qu'est-ce qu'il y a sur Wikipédia sur Tartakover. C'était un très, très grand joueur, très intéressant, sa vie. Ces gens-là ont du vécu, vraiment, là, c'est quelque chose. Et moi, Tartakover, il y a une variante du Gambidam que j'ai déjà utilisé, que j'aimais beaucoup. C'est B6 en quelque part là-dedans. Le Gambidam refusé. Alors, vous pourrez aller voir ça si jamais. Ensuite, Rudolf Spielmann, lui, je connaissais un peu moins, mais il était surnommé, lui. Il était à la fois surnommé le maître de l'attaque, alors ça en dit long, et ça en dit long sur le coup E5 qu'il va faire dans la partie. Et aussi, c'était le dernier chevalier du Gambit-Roi. Alors, ça serait intéressant un jour d'aller voir certaines de ses parties concernant le Gambit-Roi. Lui aussi, c'est tout un joueur. Il a déjà battu aussi... une des victoires de Spielmann a été contre Capablanca. Donc, c'est assez impressionnant. Tu bats Capablanca, disons. C'est pas n'importe qui. Alors, regardons cette partie. Bonjour à tous, bienvenue au City Chess. Et merci à ceux qui ont répondu à l'appel d'aller s'inscrire sur l'équipe Hub City Chess sur Lichess. C'est vraiment plaisant de voir ça. Aujourd'hui, nous allons regarder une vieille partie de 1925 qui a été jouée par Tartakover, pas sûr comment dire, qui est un joueur qui a été naturalisé français, semble bien, qui est né, je ne sais pas si c'était autrichien, il a été polonais, puis après français. Donc, dans celui-ci, j'ai trouvé cette partie-là, qui a été jouée contre Spielmann. Spielmann, qui était un joueur très offensif, qui aimait les attaques. Alors, et on va voir que Spielmann n'aimait pas vraiment... aimait le jeu actif, disons. Tellement que ça pouvait tourner en sa défaveur. Donc, regardez, Tartakover avait les blancs. Cavalier F3, D5, ici C4. Alors, c'est le Gambit Réti. Moi, je pense pas que j'ai jamais joué cette ouverture-là. Ni des blancs, ni des noirs. Je me souviens pas. Peut-être. Alors, ici, c'est accepté. Il accepte. D capture C. Et cavalier A3. Donc, ici, je vais utiliser les notes de Tartakover. Ici, bien sûr, il peut faire dame A4, échec avant. Il aurait pu faire dame A4, puis après capturer le pion. Ou, il aurait pu aussi faire E3, je pense. Oui. Donc, ici, les noirs, comme je vous disais, est un joueur dynamique. Donc, il a décidé de jouer E5.
E5, quand je garde la base de données, c'est pas un coup qui est trop joué. Ça a été joué, mais pas aussi souvent, disons, que ce qui est proposé par Tartakover, C5 ou A6. Donc, E5. Il y a une idée. L'idée, c'est si les blancs prennent ici, E4 devient intéressant pour les noirs parce que euh, ça permet aux noirs de gagner de l'espace un peu. Les fous vont sortir rapidement, les cavaliers vont avoir plus de difficultés et ce pion-là peut être gênant pour les blancs au centre. Donc, c'est pas cavalier 6 capture C4 que Tartakover a joué. Il a pris le pion E5. Puis là-dessus, il dit que quand le coup E5, il dit cette contre-idée est trop ingénieuse pour être bonne. Et c'est ça, il le prend comme ça. Dame, cavalier capture E5. OK. Fou capture A3. Et on va voir l'idée, OK, là on sait échec. Okay. Les blancs vont pas prendre comme ça, parce que ça doublerait les pions sur la A, ça fait que ça devient vraiment pas trop beau. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils font échec avant, puis après ils vont prendre avec la dame. Et ici on voit une idée intéressante, c'est que les noirs jouent B5. Okay. Et si les blancs, ce serait pas une idée de faire échec, parce que là, hey, je me demande. Ouais, s'il fait échec, c'est ça. C6. Et cavalier capture C. La dame est attaquée. Cavalier capture C6. Garde la pièce. Mais je me demande... Cavalier capture C6. C'est ça. Gagne une pièce. Bon. C'est ça l'histoire. Alors, le B5 est intéressant. Mais la dame capture le fou. Bon. Fou B7. Moment important qu'il dit, au lieu du coup du texte qui paraît être le plus naturel, l'opposition dame D6 aurait pour réponse la diversion forte dame G3. Ok. Intéressant. Donc, fou B7, E3. Et sans la moindre précipitation, les blancs se préparent à miner la chaîne avancée de pions ennemis. Et ça va être une leçon qui pourrait être intéressante pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. Cette formation de pions ici, qui est avancée, va maintenant se faire attaquer. Et alors les blancs vont, comme il dit, miner la chaîne avancée des pions ennemis. Alors ça va être très intéressant de voir la manière qui se prend, mais la manière qui se prend, c'est souvent la même chose si tu joues B3 puis A4. Puis ça arrive dans plusieurs situations où ce que c'est que tu as un pion D4 des fois ici, puis que les noirs ne savent pas trop comment jouer cette ouverture-là, comme un gambit dame, exemple, puis ils poussent C5 rapidement, puis se retrouvent avec quelque chose comme ça. Alors, dame D6, ici, il n'y a pas peur d'échanger les dames, et vous allez voir pourquoi. Recule le cavalier, cavalier sort, et B3. Comme je disais, l'histoire de B3 à 4 arrive souvent dans ce genre de choses-là. D6.
Alors, capture. D5, capture C4 ici. Ainsi donc, la chaîne se trouve déjà quelque peu réduite. Oui, c'est vrai. Et facile surtout à attaquer. On va regarder si B capture C ici, il donne cette ligne-là. Tour B1, attaque le fou, fou A6, fou A3, cavalier G E7, fou E2, petit roc et petit roc, et considère que les blancs ont l'avantage parce qu'ils dominent des secteurs qui appellent lui vitaux et que ça fait du sens. C'est sûr que ces joueurs-là, ce sont des grands maîtres, ok? Que ce soit 1925 ou 2025, ils sont en avance de très loin sur ma compréhension. Mais je sais qu'est-ce qu'il veut dire quand même. À savoir si je pouvais gagner comme il ferait, non. Donc on va regarder. D capture C. Et comme je disais, l'histoire de manœuvre B3, A4, ça arrive souvent. A4 finalement arrivé. Fou B7, A6 pour protéger le pion. Parce que ici, si A6, tour B1 et gagne un pion ou donne... oui, parce que s'il fait ça... Et oui. Donc, il ne fait pas A6, il fait fou A6 à la place. Fou C1, B2. Ici, c'est très intéressant. Regardez le beau petit coup. Ici, il y a une menace qu'il faut que les noirs arrêtent. Donc, les blancs font comme un coup intermédiaire. Puis c'est très important ici qu'il dit, parce qu'il prépare ce coup ici, le D3, sans permettre C3. Alors, les blancs aimeraient jouer ça. Mais s'ils jouent ça, les noirs peuvent jouer là. Alors, en faisant ce petit coup intermédiaire-là, qui menace la capture du pion G7 et d'après la tour, c'est sûr, s'il joue là, ben là, ok, il menace la tour, mais il ne la capturera pas. De toute façon, il gagne un pion. Alors, cette menace-là doit être empêchée et les noirs jouent ça. Donc, ici, ils peuvent jouer D3, puis C3 n'est pas possible. Donc, C4 capture D3, le fou capture D3. Ici, la raison, c'est parce que la pression qui était donnée ici devenait trop grande. Okay. Capture, capture, et capture, gagne un pion. Cavalier B4. Là, il dit, Tartakover, dans son superbe style, de ce superbe commentaire, c'est « Après la lutte de pions, celle des pièces errantes commence. » Alors, le cavalier attaque le pion, le fou à D3, fou E4, attaque la tour. Alors, c'est ça, les pièces errantes, il l'a bien dit. Tour C8, cavalier F3, D4. Alors ici, il dit la menace est plus forte que son exécution. En effet, A capture B, fou capture B5, tour capture A7. Et là, ici, fou D3, et les noirs parviennent à avoir du contre-jeu. Parce qu'ici, rendu ici, ce qu'il faut faire, c'est que les blancs ne doivent pas donner de contre-jeu aux noirs, bien sûr. Alors, diminuer le plus possible le contre-jeu pour réussir. Puis, ce qu'il faut regarder ici, là, regardons la position. Les blancs sont développés. Les noirs ont encore un cavalier qui n'a jamais joué. Ça va jouer ça dans la balance. Donc, la menace cavalier F3. D4 centralise le cavalier aussi. B5 capture A4 pour essayer de régler la crise. La tour prend. Attaque. Cavalier qui est ici. Cavalier échec.
cavalier, échec. Menace ici, cavalier C5. Attaque la tour et le fou. Donc, le fou doit prendre. Fou, capture. Fou. Et prend le pion. Bon. Et là, c'est décisif. Ce qui se passe ici, c'est que vraiment, c'est comme un avantage de développement aussi, d'une certaine façon. Il y a un pion de plus, là, les blancs. Mais ça va être très difficile pour les noirs d'arrêter de se développer et de faire quelque chose. On va voir dans pas longtemps. Cavalier G8, E7. Le fou attaque le cavalier avec la tour. Donc, le cavalier ici n'a pas de moyen. Les noirs n'ont pas de moyen de protéger de nouveau cette pièce-là. Puis, il faut pas comprendre qu'en enlevant le cavalier de cette case-là, le fou va empêcher le roc ennemi. Donc, les noirs vont encore être en retard d'une certaine façon. Quelqu'un peut dire, oui, mais les blancs aussi, mais ce n'est pas aussi, à cause que le fou empêche ici, mais ce n'est pas aussi déterminant que ce que font les blancs ou noirs. Une des raisons, c'est que même si le roi jouerait à D2 à un moment donné, la tour ne peut pas aller là. Le cavalier blanc est extrêmement bien placé tout de suite, empêche plusieurs choses et fait aussi des choses intéressantes. Donc, cavalier... alors, c'est ça, tout coopère, comme il dit, lui, là. Alors, cavalier F5, E7, F5, pour s'échanger contre ce fameux cavalier-là. Alors, pour essayer, bien sûr, d'échanger une pièce qui est moins belle pour une pièce qui est plus forte. Mais ici, ce qui se passe, c'est que les blancs peuvent capturer parce qu'il va y avoir des trucs tactiques. Et aussi, en capturant, les blancs vont être capables de faire le roc. Okay? Donc, capture. Et là, quelqu'un peut penser, ah, ben là, ça va bien pour les noirs, mais là, ça va pas bien pour les noirs. Les noirs ne peuvent pas faire le roc. Donc, la tour ne peut pas jouer. Les blancs viennent de réussir à enlever le fou de là en échangeant leur bon cavalier, disons, contre peut-être un peu moins, le moins bon cavalier des noirs, mais c'est ce qu'ils voulaient de toute façon pour être capable de rocker. Alors là, ça va être difficile avec les 2 tours en jeu de faire ce qu'il veut. Les 2 tours en jeu, plus le fou qui joue bien, très bien, d'arrêter les menaces finalement. Alors la tour va ici. C'est une réponse désespérée qui va coûter la qualité aux noirs. On va juste regarder, ici il parle de variante. La variante de perte principale, était fou D7 qui dit. Fou D7, tour D1, attaque 2 fois, tour D8 pour protéger, fou B4 pour se rendre à fou A5. La tour attaque le fou. Tour capture, échec. Et après, capture l'autre tour. Très intéressant quand même. Une belle petite variante. Donc, ce qui se passe, tour C3, comme je vous disais. Et là, regardez, c'est basé un peu sur... c'est basé sur l'échec et mat du couloir. Tour D1, oui, pardon. Tour D1. Tour capture. Et ici, ce qui se passe, c'est que c'est une grosse pression, tellement grosse qu'il faut qu'il capture. Capture avec la tour, T-Rock et F3. Et les noirs abandonnent. Revenons juste ici, comme je disais, tour D1. Alors, quelqu'un peut dire pourquoi les noirs ont capturé là. Ben, les blancs vont jouer le fou. Trouver un coup pour les noirs. Trouve un coup pour les noirs. C'est pratiquement ça qui se passe ici. Là. Supposons qu'ils jouent là. Échec et mat. Ouais. Comme je disais, genre de mat du couloir, manière de... C'est plutôt la faiblesse de la 8e.
Donc, wow! Mais c'est toutes des petites parties qui sont probablement moins connues, mais qui révèlent une importance quand même au niveau des joueurs de mon niveau très intéressant. Et la manière quand même qui a détruit la chaîne de pions aussi, c'était très très convaincant ça. Échanger les dames, pas plus nerveux que ça, ramener. Ici, quelqu'un peut dire « mais pourquoi il n'a pas pris cavalier ?» Là, ça qui se passerait, c'est que ça deviendrait la paire de fou contre la paire de cavalier avec un centre qui est quand même ouvert. Ça serait bien pour les blancs. Regarde ça, c'est ça. B3, capture C, et après le A4. Et ça, cette façon-là de miner les pions adverses, ça arrive souvent, mais ici, c'est que c'est fait avec grande classe, disons, là, je trouve. Wow, ce coup-ci, et D3, c'est beau. Très, très beau. Donc, wow. C'est toujours extrêmement intéressant d'aller voir ces parties-là. Et c'est sûr, quelqu'un, puis moi le premier, avant, je disais « Ouais, mais là, moi, les joueurs, ils vont pas donner un pion comme ça, direct, comme E5. » Ouais, mais c'est pas l'ouverture qui est plus importante ici que la manière dont les blancs se sont premièrement, il n'a pas donné de pion parce qu'il avait gagné un pion ici, là. Mais c'est la manière que les blancs ont, comme qui dit, miné les pions noirs. Puis même, ensuite, même le reste aussi, le fait qu'il savait que Cavalier n'avait pas sorti et il a réussi à démontrer cette faiblesse-là. Et c'est terriblement beau. Ces joueurs-là, c'est fascinant. Fascinant. Et c'est très aussi motivant, je dois dire. Quand je joue plusieurs parties de grands maîtres comme ça, ça m'inspire. Je ne réussis pas à faire la même chose, mais ça m'inspire. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Hub City Chess.